Dimanche 8 octobre 2023, il est 13h41 dans toutes les pendules de la paroisse Bon Berger de la télévision, deuxième, même heure à la paroisse Saint-Antoine de Hanokopé. Il est l'heure pour la messe médiatique de ce 40e dimanche de l'année 2023. Encore 12 semaines et ce sera tout pour cette année qui aurait été l'une des plus meurtrières au plan mondial avec la guerre en Ukraine, à laquelle vient s'ajouter celle de la Palestine et de l'Israël qui continue de faire des victimes, et le terrorisme qui a pris asile dans l'Afrique sahélienne. Bienvenue à toutes et à tous. Et vous qui êtes branchés devant vos petits postes ou sur vos Android, téléphones portables Android, pour nous suivre grâce aux applications YouTube, Facebook et TikTok de par le monde entier. Au menu cette semaine, les prouesses du Togo en matière de politique publique. Le Togolais Anselme Gouton à la tête de l'Organisation internationale de la filière café-cacao, surtout café. Deux importantes mesures du Conseil des ministres et le retrait des troupes françaises du Niger, de même que la menace terroriste dans le Sahel. Voilà l'évangile du jour à égrener, tout ce chapelet à égrener avec deux invités ici présents. Jules Ferry Agbo à gauche, il est président du mouvement Fort et Grand, analyste sociopolitique, ambassadeur genre et développement. À droite, un nouveau partenaire de cette émission, Dominique Lacmon, il est également analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la grâce du Togo. Joignez-vous à moi, c'est bien ça? Oui, à la force du Togo. À la force du Togo. Voilà. Joignez-vous à moi pour leur souhaiter une cordiale et patriotique bienvenue dans cette émission. Mais avant, l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, techniquement, est composée comme d'habitude de l'autre côté de la mise en orbite de Alexandre Tchalim, toujours fidèle à son poste, et il est à cheval entre le studio et la régie. Au studio, il joue le rôle de cadreur. Il nous capte et nous remet sur ces petits ordinateurs qui nous balancent sur vos petits écrans. Il est assisté de Lovenou Roger Masta. Lovenou Roger, toujours fidèle à cette chaîne, qui est là donc pour nous porter main forte. Moi, je suis Eric Tanandé, je suis le prince héritier de la Bina. Alors, comme je le disais, je vous prie de vous joindre à moi pour dire bien des choses et souhaiter la cordiale bienvenue à nos deux invités. Bonjour Jules Ferry Agbo, président du mouvement Fort et Grand, et puis ambassadeur Jean, depuis 2021, vous êtes analyste politique, vous êtes sur ce plateau, ça fait un peu bail. Merci monsieur Eric, merci cher jeune frère, bien de choses aux téléspectatrices et aux téléspectateurs pour cette nouvelle messe. Comme d'habitude, nous le serons ensemble, je prie Dieu de nous donner encore plus d'énergie nécessaire et d'inspiration pour que nous puissions éclairer le peuple à connaître un peu ce qu'ils doivent faire pour que nous puissions construire notre cher continent africain. Très bien. Comment va le mouvement Fort et Grand? Toujours en forme. Toujours en forme, et surtout que nous sommes dans une période un peu sensible pour préparer les élections législatives et régionales qui se profilent à l'horizon, et en même temps penser à l'horizon 2025 qui est devant nous. Donc la tâche nous incombe tous en tant que jeunes de prendre des engagements et jouer notre rôle pour que le climat de paix que notre pays est en train
de garantir pour le peuple togolais, nous puissions préserver ce climat de paix. Très bien. Dominique, une fois encore, bienvenue sur ce plateau et désormais co-célébrant de cette messe médiatique qui s'honore de vous accueillir. Alors, comment vous allez? Oui, je vais bien, Eric. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici. Je veux d'abord vous dire merci pour l'invitation. Je salue également mon frère Jules. Oui. C'est un partenaire aussi. Hein, D'accord. On a travaillé ensemble sur plusieurs sujets, donc c'est la même chose. Les deux mouvements copains pour les frères siamois. Voilà, le mieux-être du peuple togolais, donc c'est un réel plaisir. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. Et voilà, un réel plaisir pour ce partage d'aujourd'hui. Merci beaucoup. 60 minutes pour égrener les 3 ou 4 chapitres. Le Togo a été honoré et ses efforts salués pour avoir été hissé au top 5 de la politique publique et des pays les plus réformateurs économiquement parlant. Et surtout en Afrique. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, selon vous, Gilles? Une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, puisque lorsque votre pays est hissé haut, c'est tout le peuple qui fait partie de l'honneur ou bien de cette image-là qu'on donne à notre pays, le Togo. Donc, aujourd'hui, c'est un pas encore en avant pour le développement ou bien la visibilité de notre cher pays. Tout ça là est dû au leadership du numéro 1 togolais, le président, son excellence M. Faisal Namasingbe, par rapport à son engagement de tout faire pour que nous puissions avoir une image qui cadre avec notre cher pays. Petit pays là, mais il faut une image qui cadre avec l'image du chef de l'État qui est aujourd'hui sollicité partout en Afrique comme ailleurs. Nous devons toutefois féliciter ceux qui ont eu le plaisir de nous donner cette opportunité d'être positionnés, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas des places qu'il faut dire que le Togo a négocié. Le Togo mérite d'être là où il est aujourd'hui, donc nous devons juste dire merci et féliciter nos gouvernants tout en priant Dieu qu'il puisse leur donner encore plus d'inspiration pour innover davantage et surtout leur protéger pour que nous puissions ensemble construire ce pays-là pour que le peuple togolais, ce qu'il désire, tout le peuple togolais aujourd'hui, c'est de manger 1, 2, 3 fois par jour, au moins par jour, 2 fois par jour. Donc, une fois que le peuple est satisfait, est-ce qu'il y aura encore de problèmes? Non, il n'y aura pas de problème. Donc, prions à ce que tous nos problèmes, ou bien nos maux, ou bien nos doléances que nous réclamons aux dirigeants, les dirigeants puissent avoir la possibilité d'avoir des solutions idéales pour le peuple togolais. Dominique, plus la peine de vous poser la question, de savoir comment vous appréciez la chose. Je sais que vous en êtes content en tant que Togolais, mais qu'est-ce qui, selon vous, aurait valu ce bon qualitatif au Togo? Oui, justement, comme l'a dit Jules, le Togo a mérité sa place. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, le président de la République togolaise a fait beaucoup de réformes, notamment dans le secteur de l'inclusion financière, les politiques publiques, l'assainissement du climat des affaires au Togo, beaucoup de réformes qui ont contribué pour que le Togo puisse aller vers l'avant. L'autre chose, vous n'êtes pas sans savoir également qu'actuellement, il y a, comme vous venez de dire dans votre introduction, il y a eu plusieurs crises. Mais le Togo, avec ses réformes, a su maintenir le cap de son économie. Ce n'est pas comme dans les autres pays où il y a vraiment du désastre. Mais vous allez voir, c'est peut-être que si on pose la question à un Togolais ou une Togolaise lambda, il va se dire, mais on dit que le Togo a encouragé des points, mais est-ce que ça se fait sentir quotidiennement dans le panier de la ménagère, le cap est maintenu pour plusieurs raisons. Voilà, par exemple, depuis ces réformes opérées en 2017, où à travers le plan national de développement qui était mis en place, nous avons été secoués par la crise sanitaire de 2019.
qui a perturbé tout le système et personne n'a vu venir cette crise. Il fallait y répondre. Le Togo a réagi vigoureusement avec des moyens pour également atténuer cette crise. Ensuite, nous sommes rentrés dans la crise, comme vous l'avez énoncé dans votre introduction, la guerre russo-ukrainienne. Et ensuite, c'est la crise sécuritaire au Togo. Voilà, le terrorisme avec les incursions terroristes au niveau de notre frontière. Le Togo aussi a pris ce sont des mécanismes inattendus qui ont aussi perturbé le plan qui était mis en place. Mais malgré toutes ces crises, le Togo a su maintenir le cap et qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on se réjouit de ce classement. Ce n'est pas que c'est un classement qui a été donné, c'est un classement méritant. Et tout ça, c'est à l'actif que, comme l'a dit Jules, le chef de l'État qui a su vraiment être un bon manager pour pouvoir asseoir ce climat d'apaisement d'abord pour le pays dans la sous-région et en Afrique et dans le monde. C'est une reconnaissance de son travail et que le tout Togolais doit être fier de ça et tout ce que nous espérons dans nos paniers, tous les projets sont déjà en cours. Peut-être que dans le développement on peut citer quelques-uns et vraiment c'est un truc salutaire pour le moment. Oui, justement vous l'avez effleuré, c'était la question que je m'appelais. Tout ça c'est beau, le Togo a fait un qualitatif, ça a été honoré, salué sur le plan international. Sur toutes les tribunes, sur les chaînes de radio, télévision, dans la presse, aussi bien nationale qu'internationale. Mais le Togolais lambda, dans une ferme, quelque part, se demande d'abord c'est quoi qu'est-ce que lui, dans sa ferme-là, qu'est-ce que ça peut lui rapporter que le Togo soit glissé au top 5 des pays les plus réformateurs économiquement parlant. Il va se dire il n'y a aucun changement dans son panier. Oui, monsieur Eric, comme vous venez de le dire, dans tous les pays, que ce soit des pays développés ou pas, il y aura toujours des personnes qui resteront toujours dans un coin, qui diront qu'ils n'ont rien bénéficié des fruits de la gestion de leur pays. C'est vrai. Et beaucoup vont se dire que est-ce que tout ce qu'on dit là, est-ce que ça les concerne? Est-ce qui prouve que ça là est réel et autre? C'est comme nous avons des personnes qui ont l'habitude de penser que nous avons deux États, c'est-à-dire un Togo virtuel et un Togo physique. C'est-à-dire que quand vous lisez tout ce qui se tire sur notre cher pays, le Togo, par rapport au leadership de notre chef de l'État, son excellence M. Faure Essokane, vous allez penser que les choses sont toujours sur les réseaux sociaux. Et quand vous revenez à la base, les gens se disent que on a créé des milliards, on a fait ceci, on a fait des dons, mais nous on ne sent rien. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs besoins qui sont là. Et les gouvernements ne peuvent pas satisfaire tous les besoins à la fois. Prenons juste le cas de nos établissements. Aujourd'hui, si vous circulez tout de suite à Lomé après cette pluie, les dégâts que la pluie là a causés en pleine ville dans la capitale, quand vous allez à l'intérieur du pays où il n'y a pas assez de rues autres, vous imaginez un peu ce qu'eux ils peuvent imaginer par rapport à la gestion du pays. Donc ce qui veut dire que gérer un pays, c'est pas du tout facile. Les mots vont venir toujours à chaque moment que nous voyons, et chaque jour avec ces problèmes. Et une fois que vous cherchez une solution à un problème, sachez que cette solution peut devenir l'objet d'un autre problème. Situation que vous devez encore chercher de solution. Raison pour laquelle, comme vous l'avez dit, le citoyen lambda qui est hors de la capitale, pourquoi on nous a parlé de la décentralisation? La décentralisation permet à ceux-là qui représentent l'État dans leur localité, dans leur communauté, de faire en telle sorte que toutes les actions menées par l'État, le gouvernement, l'État puisse être senti à la base. Le chef de l'État a toujours répété à ses représentants que il faut que la population sente les actions de l'État et non d'aller applaudir, dire des mots. On ne construit pas un pays avec des mots. Non, on ne construit pas avec slogans. On ne construit pas avec les mots ou bien avec la parole. C'est avec les actions. Donc le chef de l'État a toujours insisté à ce que nous faisions des actions qui peuvent toutefois impacter, faire donner une image que
vous avez envie de faire quelque chose. Ça ressent au niveau de la population à la base que effectivement il y a quelque chose qui se fait et avec le temps tout ne peut pas être résolu à la fois, mais nous sentons que l'État a la volonté de venir jusqu'aux citoyens lambda qui se trouvent au bas fond du pays. Donc, pour votre question, il faudrait que nos élus locaux puissent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est le pourquoi on les a donné ce mandat-là, de représenter l'État. Le chef de l'État ou bien le gouvernement ne peut pas s'engager sur tous les fronts. Raison pour laquelle on a donné l'opportunité, la responsabilité à des personnes de représenter l'État et de jouer ce rôle-là pour pouvoir rendre compte fidèlement. Il ne faut pas voir quelque chose que une école qui ne dispose pas de bancs, vous allez dire qu'il y a déjà des bancs. Et tout ça, vous mettez la charge sur le premier responsable. Parce que dans chaque pays, en Afrique comme ailleurs, si ça tourne en vinaigre, c'est le premier responsable comme index d'abord le président. Donc nous devons être conscients et prendre nos responsabilités, sachant qu'en faisant du bien à nos populations, nous sommes en train de faire du bien à notre chef de l'État, nous sommes en train de faire du bien à notre gouvernement qui se bat pour que nous puissions être ensemble pour le bien-être du peuple. Et au-delà, nous sommes en train de faire du bien à nous-mêmes. Et si nous nous faisons mal, c'est aussi à nous-mêmes. Alors, maintenant, je voudrais vous entendre sur ce rôle que devrait jouer chacun. C'est vrai, le Togo a été honoré, il est au top 5, c'est bien. Maintenant, quant à l'impact que cela doit avoir sur le Togolais lambda, je crois que cet impact, on ne va pas inviter les gens un jour à la place publique pour leur partager tout ça là. Mais ça doit se ressentir d'une manière et d'une autre. Et comme il a dit, je crois que chacun à son niveau de responsabilité devrait être le relais et le reflet des efforts du gouvernement. Est-ce que ça se fait réellement? Justement, et avant d'arriver à la réponse à votre question, les impacts sont toujours visibles. Le chef de l'État a opéré plusieurs réformes. Et on ne peut pas dire que tout ce que nous avons comme reliquat n'est pas aussi ressenti. Mais c'est vrai que quand on dit le quotidien, les gens veulent que ça leur touche physiquement. Nous avons parlé, on a opéré dans le système éducatif la gratuité de l'école du primaire, collège, les 3 degrés. Les inscriptions à l'examen, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc on ne peut pas dire qu'on ne sent pas quand même l'impact de tout ça. Là, il y a des subventions, il y a des projets de développement, il y a dans l'inclusion sociale et l'équité, le Togo a fait beaucoup de choses. C'est vrai, on peut pas tous les problèmes, aucun pays ne peut arriver à résoudre tous ces problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, personne ne peut le détuer, comme l'a dit Jules. Maintenant, il faut un travail, et ce travail, c'est ce que le chef de l'État aussi a compris pour mettre en place cette décentralisation où les élus locaux doivent aussi jouer leur rôle et c'est travailler pour que ça puisse les effets, tout ce qu'on fait en faveur du développement, que ça puisse toucher toutes les régions, tous les coins et recoins du Togo. Donc c'est comme vous avez posé la question, comment le faire? C'est ça, c'est ceux-là qui doivent relayer l'administration, représenter l'État. Ils sont déjà en place. Il faut qu'ils aussi jouent leur partition pour que cet impact, c'est les questions, les attentes de la population, d'abord soient collectées, écoutées et à trouver des solutions, leur faire comprendre. C'est tous ces facteurs qui nous amènent déjà dans quand on n'arrive pas à expliquer nos populations sur le fonctionnement, la gestion de l'État, il y a quelqu'un qui peut rester quelque part, pense que c'est sûrement quelqu'un qui aurait fait quelque chose et ça ne l'a pas touché. Mais il y a des choses qui nous touchent, mais sans le savoir. Parce que je prends le programme dans les services de santé qu'on a mis en place, si tu arrives, peut-être que la personne, celui qui est je peux, excusez-moi le mot, dans l'ignorance ou bien la méconnaissance de ces projets, et même sa femme va à l'hôpital, elle est déchargée de certaines choses, mais si on n'a pas pris le temps de l'expliquer qu'il y a eu de gains, il y a eu de bénéfices par rapport à ça, mais lui va dire non, on dit que le Togo a évolué, a pris des points sur le plan national en matière de la gestion des
des politiques publiques. Maintenant, c'est quoi les retombées? Si on n'explique pas à quelqu'un que le système éducatif, l'inscription et les frais de collège sont gratuits, il ne va pas sentir. Mais celui qui n'a pas son enfant à l'école dirait toujours qu'on n'a rien fait. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la population. Comme l'a dit Eric, c'est ceux-là qui représentent l'administration l'administration locale, c'est à eux de faire le relais. C'est vrai, mais il y a plusieurs tendances. C'est ça la vie, ça anime la vie politique d'une nation. Mais lorsque c'est bon, il faut qu'on reconnaisse pour dire que c'est bon. Et maintenant, là où il y a reste à faire, on joue la politique pour amener les gouvernements, les dirigeants à mieux faire. Donc tout n'est pas... je pense que la place du Togo à l'international a été méritée. Et je ne vois pas pourquoi un Togolais peut se dire non, il n'a rien senti. Il n'a rien senti. Effectivement, par rapport à la contribution des uns et des autres, et surtout vous avez touché cet aspect qui à mon avis paraît capital, le rôle des élus locaux, qui devrait être le relais, ou du moins la relève, le relais, c'est le maître mot des efforts de l'État. On a comme l'impression qu'à ce niveau-là, il manque beaucoup de choses, aussi bien sur le plan réalisation local que sur le plan de communication, parce que si nous était votre présence ici pour expliquer un peu comment le Togo a eu ce don-là et comment le Togolais lambda indirectement en est bénéficiaire, bon, les gens vont rester dans leur coin toujours. Et surtout sur le plan infrastructurel, je jure que je viens de la commune Agonidé 6, donc, pour quitter la maison et rallier la nationale numéro 1 pour revenir au boulot ici. C'est pareil pour vous tous, vous venez de Sogosito, d'un peu partout, d'Angira et autres, c'est la croix et la bannière. Et là, bientôt nous allons finir un mandat de commune. Et bon, jusqu'à présent, les gens se posent la question, effectivement, de savoir quel a été le rôle et l'impact de la décentralisation dans notre pays. En tout cas, à certains niveaux, c'est vrai que certains maires, comme le maire de Golfe 5, celui de Agonidé 1, celui de Golfe 7, en tout cas, font beaucoup, mais à certains endroits, d'autres, franchement parlant, on ne sent pas leur présence et leur résistance. Je ne sais pas si c'est une nouvelle appréciation de ma part. Wow, vous avez fait une bonne remarque et vous avez cité quelques-uns qui font ce qu'ils peuvent pour leur population. Vous savez, dans ce système de la décentralisation, il faut noter deux choses. Moi, je l'ai toujours dit, le haut, le bas, je l'ai toujours dit. Pour être un élu local ou bien un élu local, il faut tout avoir au moins à ton niveau un carnet d'adresse un peu élevé. Parce que vous représentez une communauté. Et sur ce point, il ne faudrait pas attendre que tout viendra de l'État. Les ministres qui sont au gouvernement, ils ont un cahier de charge. Un ministre qui a un cahier de charge pour exercer et à sa feuille de route, a un compte à rendre aussi à son chef. Donc, aucun ministre n'ira chercher un partenaire pour venir donner à un maire. Donc, raison pour laquelle je l'ai toujours insisté, il faudrait que ce premier mandat n'est pas encore, disons que c'est de l'échec, non, mais c'est de l'expérience. Pour servir pour le prochain mandat, pour ceux qui seront élus, à tirer beaucoup de leçons dans ce processus. Et la population est en train d'apprécier à sa juste valeur, les uns et les autres. Aujourd'hui, même l'autorité supérieure même, a profité de ce premier mandat-là pour découvrir le vrai visage des gens et connaître ce que chacun est capable de faire. Raison pour laquelle je l'avais dit très haut qu'on ne peut pas construire un pays avec la bouche. Donc, parler, c'est autre chose. Mais réaliser ce qu'on a dit là, c'est autre chose aussi. Raison pour laquelle les gens sont arrivés à ce stade-là avant de comprendre que vraiment être chef de l'État, c'est pas petite affaire. Être ministre, c'est pas petite affaire. Donc, aujourd'hui, au niveau de nos communautés,
il manque beaucoup de choses. Si la capitale n'arrive pas à s'en sortir facilement, imagine ceux qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas assez de ressources. Dans les hameaux les plus reculés. Ils n'ont pas assez de ressources ni des moyens. Aujourd'hui, même en pleine capitale, c'est difficilement que tout le monde arrive à payer son impôt, à payer ses taxes. Imagine qu'un citoyen lambda qui est habitué à aller au marché, aller vendre et puis revenir le soir, un beau matin, on met un processus en cours pour lui dire que le maïs que vous avez amené au marché, vous devez payer 100 francs et tout là. Ça manque beaucoup de communication et de sensibilisation à la base. Disons que nos élus locaux doivent avoir cette habitude-là d'être plus accessibles à leur population. Normalement, ce n'est pas le maire de tout faire. Les conseillers sont là. Chacun en sa circonscription électorale doit toujours organiser des réunions de sensibilisation pour expliquer ce qui se passe au niveau de leur mairie. Savoir que la population doit savoir que les maires sont là pour tel rôle, les conseillers sont là pour tel rôle, la population est là pour tel rôle. Parce que pour construire nos communes, il faut la contribution de tout le monde. Donc, personne ne doit être épargné. Si ça tombe sur tout le monde. Et si c'est bon pour tout le monde. Et justement, le chef de l'État, par le biais de son gouvernement, a donné une consigne et la collaboration avec les populations sur tous les plans. Mais il se fait que lorsque souvent vous avez des problèmes dans votre coin et vous appelez qui de droit, ces maires-là et autres, franchement, elles ne réagissent pas. En tout cas, le ministre de l'administration territoriale a fait sortir un communiqué pour lutter contre les fausses sceptiques anarchiques creusées laissées à l'air libre. Et puis, a demandé, le ministère a demandé, le communiqué a demandé la collaboration des populations. Mais je jure que ces fausses-là restent encore ouvertes un peu partout. Et puis, combien de fois nous n'avons pas appelé les maires pour leur parler de ça. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? D'amener les auteurs comme si nous étions des gendarmes. Est-ce que c'est nous qui allons arrêter les gens de leur amener? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne continue pas à collaborer. Et la première veut dire quelque chose, sinon Oui, justement, c'est pour dire que la décentralisation avec la mise en place des élus, de nos élus locaux, ça va servir d'un test. C'est vrai, à part quelques-uns qui se battent nuit et jour pour vraiment la vie de leur commune, vraiment dans la majorité, il y a... N'oubliez pas que ceux qui se battent aussi, ceux qui ne font rien, sont en train de se mettre les bâtons dans la roue, ils veulent évoluer aussi. C'est ce que j'ai dit, que la plupart vraiment, et que ce soit de tous les côtés, partis d'opposition qui sont à ce niveau, que ce soit du parti au pouvoir, il y a la plupart de certains élus qui n'ont pas compris les rôles. Qui vraiment la gestion des communes, la gestion des collectivités, il fallait vraiment que ça soit, c'est la base du développement d'un pays. Et je pense que ce test va servir dans tous les partis désormais pour opérer les choix de ceux qui vont représenter la collectivité, l'administration. Bon, on ne peut pas parler de l'administration, ça dit la vie de la collectivité locale. Vraiment qu'il y a des critères bien définis, que les gens savent de quoi ils doivent attendre, quels sont les rôles, les missions. Je pense, c'est vrai que l'État après cette élection a fait beaucoup d'efforts pour former des gens, mais c'est que vous savez, la formation, ça n'a pas manqué. Vous savez, il y a à un certain niveau d'âge de niveau, la formation n'est plus utile à chacun de nous. Mais c'est pour dire qu'il faut que d'abord que les gens qu'on choisit pour représenter nos collectivités soient imprégnés, comme l'a dit, de certaines connaissances dans le domaine, parce que c'est actuellement, quand on dit d'autres communes laissent vraiment parler, l'assainissement, le plan, dans même presque 6 ans, il y a des communes qui ne disposent même pas des plans communaux de développement. Tout ça, là, on veut attendre de l'État, mais je ne pense pas. La coopération entre les communes et l'extérieur, jamais d'autres sont là. Ils se contentent juste des recettes municipales et tout ça. Et ils sont là, ils courent derrière les
taxes et avoir des problèmes avec, mais les problèmes cruciaux de leurs communes sont délaissés. Et vraiment, il faut que l'État, l'administration en charge de ces collectivités, notamment avec le nouveau ministre que je connais très bien, très dynamique, qui a montré ses preuves ici, je pense qu'il faut faire un suivi et que les communes puissent fonctionner normalement. En réalité, un maire qui passe tout le temps doit présenter son plan, son projet, tel a été fait, qu'est-ce qu'il a fait, d'un temps X à un temps T, comment ça a évolué. Mais si on se contente seulement à la routine, les recettes municipales et tout ça, vraiment, on aura essayé, mais ça va pas, on ne va pas donner des résultats. On va toujours. Et c'est quoi? Ça serait toujours, on va crier, l'État ne fonctionne pas, le chef de l'État a fait ceci, mais c'est pas tout qui va être géré par le chef de l'État. Donc moi, sincèrement, c'est à ce niveau que je lance un appel à ceux qui sont en charge, dans les instants des partis politiques, que désormais, pour positionner quelqu'un, pour qu'il soit maire ou bien élu local dans sa communauté, il faut vraiment définir et choisir des gens qui comprennent le système, le fonctionnement et la gestion des collectivités. Nous l'espérons et c'est pour bientôt. Donc les gens n'ont qu'à commencer par affûter leurs armes. Mais dans tous les cas, nous, on se réjouit encore de l'avancée, malgré tout cela, du Togo sur le plan international, avec ce bond qualitatif effectué, donc au niveau des finances, de la politique publique, impactée par les réformes économiques faites par le Togo. Et ce n'est pas tout. Le même Togo vient d'être hissé à la tête de l'Organisation internationale de la filière café. Et je crois que mon frère Jules doit en être fier. Et c'est M. Anselme Gouton, précédemment président de la filière café-cacao au Togo, qui occupe ce beau poste au nom de notre mère patrie, le Togo. C'est un honneur et une joie de plus pour le Togo, n'est-ce pas, Jules? C'est encore un plus encore pour l'image du Togo. Aujourd'hui, si on parle du président Anselme, vous devez savoir que c'est le nom du Togo qui est encore élevé. L'honneur ne vient pas à sa personne physique, c'est à la nation entière. Donc, ce que nous disons est que chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités au sérieux. Si chacun joue son rôle d'une manière sincère, sans vouloir faire du mal à X ou bien à Y, je pense que nous n'aurons même pas de problème à discuter ou bien à se poser des questions pour savoir si celui qui se trouve à Pengal a mangé aujourd'hui. C'est-à-dire ça sent en nous-mêmes que je suis bien et l'autre aussi est bien. Donc, félicitations à notre cher grand frère aîné pour cette nouvelle mission qui vient d'être confiée à sa personne, pour que Dieu le protège, surtout à arriver à bien jouer son rôle et surtout d'une manière à ce que le nom du Togo puisse rester même après son départ. D'accord. Dominique, ici aussi on peut se poser la question de savoir ce qui lui aurait valu cette confiance, ce petit Togo caché dans la gorge de l'Afrique. Qu'est-ce qui lui a valu cette Monsieur Anselme Gouton, et d'abord félicitations à lui pour avoir eu ce poste, comme l'a dit aussi Jules, à l'image du Togo, c'est-à-dire cela explique vraiment qu'il y a un manager. Quand il y a un manager, il sait comment manager ses ressources humaines. Donc le management, quand je prends le Togo comme une organisation, c'est que le premier manager, c'est le chef de l'État. Quand il manage bien, il a de bonnes ressources qu'il met en place. Ces ressources-là méritent et ça sort de l'international en fait. Monsieur Anselme Gouton, qui aussi était le secrétaire de la commission de la filière café-cacao, qui a aussi
qui a une expérience, plus de 40 ans, je pense qu'il a beaucoup fait dans ce domaine. Aujourd'hui, il prend à la tête de cette institution internationale. C'est l'image du travail que le gars fait pour lui-même, c'est-à-dire c'est sa carrière, et est-ce que ça reflète l'image du Togo? Ça veut dire que lui, ça donne qu'un Togolais, mais pas mal, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Beaucoup de Togolais, il y a beaucoup. Dans les instances internationales, il y en a tous les Togolais qui mettent de leurs compétences à gérer les institutions internationales, donc c'est une bonne chose, mais ce qu'il attend est très énorme également. Moi, et surtout, ce que je lui souhaite, c'est de penser également à la filière dont il doit gérer. Quel est l'état de cette filière au niveau de notre pays? Voilà. Il faut vraiment qu'on innove. Quand on pense à innover, à mettre des technologies, est-ce que Café Cacao va se limiter seulement à la production? Comment faire pour augmenter la production au niveau local? Est-ce que ça va se limiter seulement dans la zone sud? Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir essayer, voilà, c'est-à-dire que pour que la production locale soit quand même accrue et demander à tous les pays aussi de mettre les mêmes systèmes pour que la production puisse accroître surtout au niveau local, au niveau de l'Afrique. Il dirige, je sais qu'il dirige également une organisation africaine qu'on appelle organisation de quoi Café Robuste en Afrique et malgache, c'est lui qui était aussi le patron. C'est-à-dire qu'il connaît quand même le système, le fonctionnement et comment la gestion quand même de l'organisation dans ce domaine. Donc c'est une preuve d'une détermination, de la compétence du Togo et tout ça là à mettre à l'actif d'abord pour lui et pour le chef de l'État. Voilà. Gilles, quels sont les défis qui attendent donc Bouton, aussi bien sur le plan continental que national, en matière de production de café et cacao? En matière de production de café et cacao, sur le plan national et international, il doit savoir qu'il a un grand rôle. Si aujourd'hui il se retrouve à cette poste-là, c'est dû à son expérience et aussi à son savoir-faire. Et surtout, si le Togo n'était pas au top dans le domaine, on ne ferait même pas à ce stade-là jusqu'à avoir l'appui du chef de l'État pour que notre compatriote puisse avoir ce poste au sommet et sur le plan international. Donc, je pense qu'il devrait maintenant prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que son expérience qui lui a poussé à être à ce poste-là puisse se faire sentir maintenant aujourd'hui sur le plan international. Parce que s'il est bien représenté sur le plan international, je pense que le domaine du café, cacao, du Togo se porterait aussi le mieux. D'accord, nous le souhaitons, nous lui souhaitons toutes les chances, mais seul il ne réussira pas si le Togolais ne lui porte pas main forte. Oui, justement, il faut que c'est tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de l'encourager à évoluer, à opérer, à mettre en place son programme pour lequel il est placé à la tête de cette institution internationale. Bon, en parlant des enjeux, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on réfléchisse à innover. Il faut qu'on sente que son arrivée aussi à marquer quand même l'institution. Il ne faut pas qu'on soit faire la routine du prédécesseur, mais il faut innover. Comment faire pour accroître la production d'abord mondiale, africaine et surtout la commercialisation, la transformation locale. Et que seulement aussi, il faut penser aussi aux producteurs qui sont nos parents. Il faut que quand on sent qu'un producteur et ça au niveau local, je peux dire merci parce qu'à travers le ministère du Commerce, il y a eu un projet où on prime les meilleurs producteurs du café et cacao, et ça a été donné entre temps. Il y a eu 3 personnes qui ont mérité des prix, et ça encourage les producteurs. Maintenant, lui, à l'arrivée à la tête de cette institution, il va réfléchir à quels sont les mécanismes qu'il va mettre en place pour inciter davantage ces producteurs à mieux produire, à étendre la production, et d'abord locale, africaine et sur le plan mondial. Et moi, je suis tenté d'aller faire une recherche,
bon, c'est vrai, je ne suis pas dans le domaine, pour comprendre pourquoi café cacao ne peut pas être produit vers le nord. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que s'il y a ça, est-ce qu'on ne peut pas... il n'y a pas des mécanismes, il n'y a pas des choses qu'on peut pas... Est-ce que c'est l'eau qui manque en abondance ou voilà, quelle est la technologie qu'il faut pour que les autres régions puissent produire? Mais je pense que il faut que notre frère, notre compatriote puisse mener des réflexions vers là pour voir comment on peut le faire de façon... Et ça peut servir de test pour notre pays et ça réussit dans les autres pays, on peut étendre et à travers lui la production du café cacao s'est accrue. Là, ça serait un point à mettre à son actif. Voilà, je pense aussi que l'autre défi, c'est la transformation et la commercialisation, aussi bien locale qu'internationale. Transformation locale et commercialisation à l'externe de notre café et surtout encourager les paysans sur le plan rémunérateur. On voit combien se vend le kilo de café et puis ici au Togo et quand il est ailleurs, combien il est vendu. Je crois que M. Bouton a également du travail à faire sur ce plan. Oui, je pense que le chef de l'État en personne, son excellence M. Forrester Nassingé, je pense qu'il a toujours les yeux fixés sur ce domaine-là. Et je tiens aussi à féliciter l'ancien ministre du Commerce qui s'est investi dans ce domaine-là pour pouvoir donner une autre image à la production du café cacao et à la transformation. Il y a eu certains jeunes aussi qui ont innové beaucoup de choses liées à la transformation de notre café. Donc, si aujourd'hui notre compatriote a sauté ce transport, il doit prendre les initiatives au niveau de notre plateforme industrielle. Je sais qu'il doit avoir des sociétés, des usines qui sont là-bas pour transformer aujourd'hui notre café. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté sur tous les plans. Lorsque vous prenez de la responsabilité, il faut d'abord avoir la volonté, aimer le poste qu'on vous a donné. Et secondo, il faut toujours avoir cet esprit de collaborer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Donc, il faut avoir cet esprit de collaborer, d'accepter et d'être accessible. Comme vous venez d'évoquer un cas dans votre commune, lorsque vous êtes dans un domaine et un citoyen lambda croise quelque chose et partir de ton domaine, il a le droit de vous appeler pour vous dire que, directeur, président, vous avez quelque chose. Mais certains, pour des bonnes informations qui vont à leur avantage, ils ne vont pas décrocher, ils disent qu'ils ne connaissent pas le numéro. En tant que représentant d'une communauté ou bien d'une société, vous ne devez même pas dire c'est voilà pour que je ne reconnais pas le numéro. Non, vous êtes censé représenter toute une communauté, vous ne pouvez pas connaître tout le monde. Donc ce qui veut dire que vous devez être accessible 24 heures sur 24 heures parce qu'on aura besoin de vous. Vous avez choisi d'être un porte-parole. Donc vous devez assumer. Raison pour laquelle mon jeune frère a dit quelque chose. Il faudrait que chacun puisse avoir la possibilité et la volonté d'abord de connaître le poste qu'on te donne. Quel est son rôle? Si on te dit aujourd'hui tu es menuisier, tu sais que tu as droit comment tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne peux pas avoir un poste où tu ne maîtrises même pas le rôle que ce poste-là doit jouer pour ta commune. Vraiment, et une fois encore, félicitations au Togo, et surtout félicitations à Anselme Gouton, le compatriote. Et comme nous l'avons dit, c'est une joie pour le peuple togolais. Et pour que Anselme fasse bien son travail, il faudrait que tout le peuple togolais l'y accompagne dans ce sens et que chacun mette du sien à son niveau pour pouvoir aider notre compatriote à continuer par rehausser le nom du Togo. D'un sujet, on passe à l'autre cette semaine. C'est une semaine des bonnes nouvelles. Assurance maladie universelle, électrification et désenclavement de plusieurs zones rurales et agricoles du Togo. Voilà deux importantes décisions du Conseil des ministres
qui ont retenu notre attention pour cette messe aujourd'hui. D'abord, assurance maladie universelle. Dominique, n'était-ce pas mieux qu'on parla plutôt d'assurance santé universelle au lieu d'assurance maladie universelle, comme si on faisait la promotion de la maladie? En tout cas, cette terminologie, à mon avis, syntaxiquement et sémantiquement parlant, on ne fait pas l'apologie de la maladie. Oui. Assurance maladie, c'est on assure quelqu'un lorsqu'il est malade. Donc c'est bon, comme on dit assurance santé, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Donc c'est la santé, c'est quoi pour la santé, il faut être en bonne santé, je vous garantie. On assure quelqu'un qu'il est malade. Donc voilà, c'est le vrai mot. Voilà, c'est pratiquement la même chose. Voilà, et c'est comme on l'a dit dans le premier volet de notre débat ici, c'est ça, ce sont ces réformes qu'il faut mettre à l'actif, et ça permet quand même quand vous travaillez sous ces formes-là, voilà, ça permet d'avoir des investissements. Si vous avez des projets crédibles qui vont dans le cadre de l'inclusion sociale et tout ça, vous aurez que le pays, ça permet au pays d'avoir des investisseurs qui vont venir mettre ces moyens dans ces projets-là. Maintenant, l'autre chose, l'assurance maladie, couverture pour tout le monde, c'est bien. Vous savez que il y a dans certains coins et tout, si vraiment cette assurance pouvait toucher tout le monde, moi c'est une bonne chose. Même dans les milieux reculés, pour 100 francs d'acheter un paracétamol pour les maux de tête, c'est la croix et la barrière. Mais il faut vraiment qu'on mette des mécanismes. Et ces mécanismes doivent être exploités par des gens qui ont la volonté de servir leur pays. Il faut des projets qui sont très salutaires, mais des fois l'aboutissement aussi, ça n'aboutit pas. L'aboutissement n'est pas souvent heureux, et parce que peut-être les gestionnaires ont manqué quelque chose et tout ça. C'est de bons projets qui sont nobles. Et aujourd'hui, il y a aussi certaines choses qu'il faut révéler. Nous avons aussi assurance INAM qui est pour les fonctionnaires et tout ça. Il y a certaines choses qu'on doit revoir parce que on parle d'assurance. Mais pour moi, cette assurance, si je prends l'exemple avec INAM, il y a des choses que je ne comprends pas dans la gestion de cette assurance. D'abord, il y a certains produits qui ne sont pas pris en compte. Deuxième chose, et quand tu vas... un jour, je me suis demandé dans une officine, parce qu'on me vend un produit. Et on fait les calculs sur un montant virtuel. Un montant virtuel qui n'est pas mentionné. Et on prend les 80% et les 20% me reviennent. Après, on m'ajoute un autre montant. J'ai dit, mais comment? Je vais comprendre mieux pourquoi ces calculs-là sont ici. On me dit que INAM achète les produits à un prix qui n'est pas vendu dans l'officine, en fait. Et c'est sur ces prix-là que les produits, le taux de couverture est appliqué. Donc, une fois le taux de couverture est appliqué, le reste la différence de prix entre ce que l'INAM a acheté et ce qu'on vend dans l'officine, on vous ajoute cela. Ça veut dire que... Est-ce que l'autorité sait ça? Mais c'est un jour, mais je me suis dit, attends, mais alors là, mettez ça, je dis que l'officine ne met pas ces prix-là dans la fiche d'assurance INAM, mais tu fais les comptes, ce que tu as payé, ce n'est pas ce qui est écrit sur tes papiers INAM. Et je me dis, mais c'est pas raisonnable, et c'est pas normal, c'est comme ça ça s'applique dans tous les officines. Ça veut dire que d'abord, peut-être que je ne sais pas ceux qui sont en charge de la gestion INAM et les ordres de la pharmacie, il y a quand même quelque chose qu'il faut corriger. Puisqu'il n'y a pas cet impact que il n'y a pas d'impact vraiment sur la vie des gens. Il faut dire que tout c'est... récemment, il n'y a pas une semaine de cela, j'ai été victime de cela. C'était dans un centre de santé chez moi là-bas, je ne vais pas appeler le nom, public bien sûr, où on m'a prescrit un produit INAM, mais on me fait savoir que le produit n'est pas sur place dans le centre de santé, que je peux le trouver à la pharmacie.
Je vais dans presque toutes les pharmacies, on me dit là que le produit n'est pas pris en compte par INAM. Là, je n'ai rien compris. Et jusqu'à présent, ce produit, je n'ai pas pu l'acheter. En tout cas, non, justement, c'est des choses aussi qui à régler. C'est pour dire quoi? Des fois, ce sont des projets comme ça, mais la gestion cause problème et la population pense qu'on ne fait pas. Qu'on ne se soucie pas d'elle. Qu'on ne se soucie pas d'elle. Bon, je ne sais pas à quel niveau il faut corriger cela. Il faut que véritablement qu'on sente que quand on dit assurance INAM ou maladie, quand on dit que on a pris en charge tel montant pour le patient, il faut que le patient sache que quand je prends le frais qui sont liés à un produit, je tape le taux, je vais trouver ce qui est exactement écrit. Mais cette gestion fait que un homme, quelqu'un dans la situation qui ne peut pas réfléchir beaucoup, imaginez plusieurs produits que tu veux acheter, mais on peut même tenter celui qui est en face de toi pour te voler parce que tu n'as plus. Oui, bien sûr, on peut t'arnaquer facilement et des sous sans le savoir, mais bon, parce que comment calculer les choses, personne ne le maîtrise. C'est un peu ça. Donc c'est pour dire qu'il faut vraiment, il faut vraiment que les projets soient suivis. Mon président, que ce soit assurance maladie ou assurance santé, c'est la même chose. Ce qui est sûr, c'est que l'État veut prendre en charge presque toute la population en matière de soins universels. Alors, dites-nous comment cela pourra vraiment se passer pour que le Togolais lambda du coin le plus reculé puisse vraiment bénéficier de ça quand on sait que c'est difficilement qu'on arrive à assurer le minimum de soins même en temps normal. Monsieur Eric, vous venez de le dire. Je pense que c'est la semaine dernière seulement que ça a gromé au niveau de l'automne, l'hôpital CHR ou bien. Ah bon? Oui, l'automne par rapport à une histoire de vente de médicaments parallèles. Donc là. Et le Togo a réagi, et le gouvernement a réagi. Oui. Le ministre pouvait sanctionner ces personnes-là qui sont sur ça. Le problème est que le chef de l'État et son gouvernement, ils pensent toujours au bien-être de toute la population togolaise. Comme le jeune frère vient de le dire, c'est l'exécution en bas. Quand on prend des décisions, on confie à des gens. Ils acceptent très bien. Ils disent oui, c'est bon, mais jusqu'à ce que l'autorité se rende compte que ce qui a été dit, c'est pas ça qui se fait en bas. Les dégâts sont là. Il faut refaire à zéro. Donc, si nous ne prenons pas conscience pour savoir que la construction de ce pays-là dépend toujours de nous tous. Chacun doit jouer son rôle, comme on a l'habitude de le dire. Aujourd'hui, si on nous dit que nous devons toutefois avoir des belles décisions qui vont dans l'intention de rendre heureux notre peuple, pourquoi ne pas féliciter le chef d'État? Pourquoi ne pas féliciter le gouvernement? Maintenant, l'application de cette décision-là, c'est ça qui pose des problèmes. Et ceci n'est pas la seule initiative prise par le gouvernement qui va dans l'intérêt du peuple togolais. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Mais il y a la conceptualisation, par exemple. L'application, c'est ça qui pose des problèmes. Aujourd'hui, jusqu'à ce que l'État ne réfléchisse à trouver une solution à un autre problème, la solution que l'État avait trouvée devient encore un problème. Vous voyez un peu, aujourd'hui, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit. On décentralise. Les maires, les conseillers sont responsables pour représenter l'État et gérer. Il faut voir combien de populations, combien de cadres, fils des communes qui se retrouvent à la préfecture ou au ministère de la santé territoriale pour leurs problèmes de commune. Ce qui veut dire qu'il y a encore plus de problèmes parce que l'autorité voulait décharger un peu la charge des ministres, des préfets pour que ceux-là aussi soient libres pour faire s'occuper d'autres travaux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le même gouvernement qui est obligé de descendre encore pour résoudre les problèmes en bas. Donc, c'est un peu compliqué, mais nous ne devons pas perdre l'espoir. Tant que nous avons la volonté et le chef de l'État s'engage nuit et jour pour que nous puissions arriver
nous devons toujours dire que ce ne sont pas des échecs, mais c'est de l'expérience qui va permettre à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Oui, l'objectif à atteindre, c'est de rendre heureux le peuple togolais. Dominique, comme il a dit, on a vu d'autres projets passer par là, notamment la contractualisation passer par là, et on a comme le Wezou, le projet Wezou, et quoi encore, et on a comme l'impression que rien n'a changé, surtout en matière d'accueil dans nos hôpitaux. Des gens meurent comme des mouches dans nos hôpitaux par faute d'accueil et de prise en charge. Est-ce avec ce projet assurance maladie universelle, il y aura un changement dans nos hôpitaux? Ça, c'est deux choses différentes. Donc, l'accueil et l'assurance maladie, l'assurance maladie prend en charge certaines dépenses liées, c'est-à-dire liées aux patients qui souffrent d'une maladie. Oui, ça, c'est une façon, un autre volet technique. Voilà. Maintenant, sur la gestion de nos hôpitaux, comme vous l'avez dit, accueil autre, mais un personnel de santé qui n'accueille pas un malade, c'est qui n'a pas compris son métier, parce que l'accueil de patients fait partie des soins. Ça fait partie des prestations, des soins qu'il faut délivrer à un patient. C'est la façon dont vous accueillez votre patient, vous l'écoutez, vous l'interrogez, et c'est ça qui, déjà, ça peut le calmer, soit peu ces douleurs, soulager ces douleurs avant de les diagnostiquer et puis prescrire les produits. Aujourd'hui, s'il y a c'est vrai, comme vous l'avez dit, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas compris. Et pour eux, c'est comment faire pour que la fin du mois arrive, pour avoir son salaire. Mais c'est comme ce n'est pas avec passion qu'il faut arriver, alors que pour être un personnel soignant, tu as passé par une formation, tu as passé par un stage, tu prêtes un serment, oui, parce que je suis dans le domaine, et puis ensuite, et tu as même décidé de passer un concours pour aller prester, mais aujourd'hui tu ne peux pas dire que tu ne vas pas accepter faire ton métier, là il y a un problème, et je pense que avec le ministre actuel de la Santé, déjà il y a quand même pas mal de dispositions qui sont prises pour ces genres de trucs. Soit j'ai dit que celui qui est en chef, peut-être le surveillant ou le directeur du centre, n'est pas au courant du comportement de ce personnel. Sinon, les mauvaises graines sont en train d'être sautées dans les administrations actuellement. On doit, quand on met les moyens, l'État fait des efforts pour que la population puisse être satisfaite. Si un personnel peut se mettre là-bas à faire de n'importe quoi, je pense qu'à l'état actuel, il faut le redresser. Il faut le redresser, et ils sont en train de le faire. S'il y a des patients qui continuent pas à le faire, c'est qu'ils ne sont pas encore dénoncés. Sinon, tel que je connais le ministre, tous les ministres du gouvernement actuel ne blaguent pas avec leur administration. Donc, sous l'égide de Madame Dobé. Donc, ça me rappelle un peu ce qu'un citoyen, un ami disait, qu'il faut qu'on cocotise le ministère de la Santé. Ah oui, c'est ça. Je comprends. Parce que comme pour dire qu'il faut qu'on mène à la santé, malheureusement, il peut le faire, mais je pense que c'est lui qui confie les responsabilités, il a trouvé très bien placé au ministère de l'Éducation qui est à la santé. On ne peut pas aussi dire que c'est lui aussi qui est à la santé. Il fait de son mieux, il fait beaucoup, le ministère pour le professeur Midi Yawa à la santé, vous avez vu, mais les choses ont évolué. Et dans tous les cas, quel que soit les quelques rares qui sabotent. C'est pourquoi j'ai dit, mais comme vous dites à l'éducation, malgré les suivis de près du professeur Kokoroku à l'éducation, mais il y a des brebis galeuses qui continuent pas à faire du désastre. Donc, il faut toujours faire le suivi, et c'est ce suivi-là qui est exigé dans tous les secteurs. D'accord. Gilles, santé universelle, contractualisation, mais le constat est là. Est-ce qu'on va assister à une meilleure prestation, surtout en matière d'accueil dans nos hôpitaux? Nous avons toujours dénoncé ces cas où vous allez à l'hôpital, vous allez voir
ceux qui le fameux Israël et son voisin immédiat sont rentrés sur les rings encore, ce qui fait 2 foyers de combat, l'un en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et l'autre de l'autre côté entre l'Israël et la Palestine. Il faut dire que nous avançons un peu vers une 3e guerre mondiale, en tout cas on n'en est pas là. Mais parlons d'abord du retrait des forces françaises du Niger. Finalement, la France a fini par capituler. Je pensais qu'il fallait aussi ajouter le 3e foyer qui est la France et les pays de coup d'État en Afrique. Voilà. Parce que là-bas aussi, si ça brûle. Voilà, c'est vraiment c'est des choses que nous observons depuis un certain moment sur notre continent et surtout particulièrement la sous-région ouest africaine où il y a des coups d'État qui sont perpétrés dans certains pays et la raison première c'est de taper sur la France. Aujourd'hui, la France n'est pas blanc dans tout parce que c'est vrai que depuis une 60aine d'années, c'est la France qui a exploité nos pays, notre continent, surtout le continent francophone. Aujourd'hui, la génération se révoltait pour avoir vraiment une autonomie africaine, c'est-à-dire l'Afrique soit véritablement indépendante et que chaque pays puisse prendre la responsabilité de gérer ses problèmes, comme on l'avait dit à un sommet notre ministre des Affaires étrangères qui dit qu'il faut que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Aujourd'hui, l'Afrique doit prendre la responsabilité de gérer son continent. Les Africains doivent prendre cette responsabilité de gérer leur continent. Maintenant, c'est dans le contexte où cette façon de faire quitter la France qui me laisse un peu moins sur ma soif. Nous ne devons pas, ceux qui font actuellement précipitent le départ de la France et dans le contexte dans lequel font partie la France n'est pas un contexte rassurant et appréciable. Parce qu'on ne peut pas d'abord venir faire un coup d'État et puis on se met en place et on joue sur le sentiment parce que ceux qui perpètrent ce coup d'État savent que la France il y avait un sentiment anti-français sur le continent, il faut l'exploiter. Et quand d'autres l'ont utilisé, ça marche, quand quelqu'un aussi arrive, il utilise le même scénario. Et souvent, on fait perdre un peu, et on dévie cet aspect, c'est-à-dire qu'on dévie la population de la réalité concrète, pourquoi on a fait le coup d'État. Voilà, c'est ce qui se passe au Niger, parce que le général Tchani, qui fait son coup d'État, il descend un président légitimement élu, il arrive, peut-être pas un programme. Et aujourd'hui, comme ça a marché au Mali, ça a marché au Burkina, lui il joue sur ce sentiment anti-français qui pour faire dire que non, c'est la France doit partir, la France doit faire ceci. Bien sûr, la France doit partir. Mais c'est que je fais une analyse qui est vraiment succincte dans ça. N'oubliez pas qu'entre-temps aussi, la France a modifié sa gestion
sa gestion politique vis-à-vis de l'Africain. Oui. Vous savez, si la France intervenait vraiment dans la politique africaine, Oui. comme on le dit, il a installé sa base en Niger pour vraiment sauvegarder ses intérêts. La France ne devait pas laisser qu'un coup d'État se perpétrer au Niger. Mais ça aussi, nous devons le constater. Parce qu'entre-temps, ce n'était pas n'importe qui, il fallait faire un coup d'État. On faisait des coups d'État à des présidents dont la France ne voulait pas de tête. Aujourd'hui, c'est des gens qui font des coups d'État pour chasser la France, c'est le revers. Ça veut dire que cette France, elle est partie où avec la protection de nos États? C'est parce qu'à un moment, la France s'est dit non, je ne pouvais pas être interféré dans la gestion de certains États. Aujourd'hui, on a exploité cette faille et bon, pour faire quitter la France, parce qu'elle aussi, en Afrique, quand même, je ne dis pas que la France blanche dedans, mais elle en a fait mal. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ceux qui veulent asseoir leur futur puissent utiliser ces sentiments pour pouvoir enrôler la population, parce qu'on est là pour le bien de la population. Et pour chuter, on ne voit pas la proposition, parce que nous allons faire partie de la France pour que notre bloc vienne nous exploiter, mais finalement nous sommes en train de jouer à la routine. Il faut vraiment qu'on prenne notre indépendance et nous réglons nos problèmes. Je devais voir ces pays africains en train de tourner des partenariats avec d'autres pays africains, surtout lutter contre le terrorisme, qui est en train de sévir dans notre sous-région. Jules, votre avis m'intéresse là-dessus. La force française va déguerpir. Elle a commencé. Elle a commencé déjà. Bon, vous avez suivi l'analyse de notre... Oui, je l'ai suivi. Il a développé une bonne idée. Mais juste, je vais le rappeler que la génération passée n'est pas la génération actuelle. Aujourd'hui, la France n'a pas enlevé sa main sur ces pays-là qu'il a colonisés. C'est parce qu'il y a une nouvelle jeunesse qui est mise en place. Nous n'allons pas féliciter les coups d'État, mais il faudrait que le peuple africain sache qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'Afrique se trouve entre ses mains. C'est ce que d'abord, c'est pas que les Français, les Blancs doivent comprendre ça. Aujourd'hui, si vous prenez tous ces pays qui ont été victimes de coups d'État, est-ce qu'ils ont eu une amélioration par rapport aux pays où les présidents sont là? Non, c'est parce que en venant au pouvoir, ils n'avaient pas de plan. Ils ont juste agi d'une manière spontanée par la demande de la population. Si vous voyez aujourd'hui, après le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée et tout récemment le Gabon, en prenant ces cas-là, vous devez savoir que le truc se joue sur la population à la base. C'est-à-dire, ils inventent des histoires de malgestion, les gens ont faim, les gens n'ont pas de travail et autres. Et aujourd'hui, quand vous voyez une masse, pour pouvoir déstabiliser un pays, aujourd'hui en Afrique, il faudrait que la personne ait la jeunesse avec lui et les femmes. La majorité de nos populations africaines aujourd'hui se basent sur la jeunesse et la femme. Donc, une personne qui a la majorité de la jeunesse et a le soutien des femmes africaines, je pense que il est capable de déstabiliser un pays. C'est sur ce front-là que les putschistes s'ajoutent. Aujourd'hui, par exemple, voyons juste le cas du Burkina. Quand Ibrahim a juste crié l'autre fois qu'on veut me faire coup d'État. Vous avez vu toute une jeunesse qui est sorti, pour barrer la présidence et la place publique pour dire qu'ils vont en découdre avec toutes les personnes. Est-ce que ce n'était pas un test pour voir effectivement est-ce qu'il y avait vraiment tentative de coup d'État? Peut-être, nous sommes en politique, tout est possible. Peut-être qu'il voulait aussi il a toujours le soutien de la population. Et la population a démontré qu'ils sont toujours prêts pour pouvoir le soutenir. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que nous devons faire beaucoup attention et écouter aujourd'hui nos populations. Aujourd'hui, le jeu se joue au niveau de nos populations. Quand on va commencer par détruire les biens publics, comme le cas du Sénégal, s'il n'y avait pas eu cette pression, vous pensez que le président Macky Sall allait se retirer? Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal la dernière fois avant que Macky Sall se retire pour dire que bon, je ne vais plus me représenter,
je donne... Mais encore faudrait-il attendre jusqu'à la fin des élections. Oui, parce que ça s'est passé à côté où les gens disent bon, je n'irai plus. Après tout, ils ont dit je reprends mes responsabilités en main. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention avec les crises que vous venez de citer en Israël, en Ukraine et au Soudan. Aujourd'hui, même en Afrique, il y a des pays qui sont en conflit. Et dans le Sahel, avec le terrorisme qui est en train de nous entourer, on ne sait même pas quel jour on va s'en sortir dedans. Il faudrait qu'on fasse extrêmement attention aujourd'hui en prenant soin de faire en telle sorte qu'il y ait une cohésion sociale entre nos populations et nos dirigeants pour que nous puissions préserver surtout la paix. Parce que quand ça commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Et pendant ce temps, comme vous l'avez dit, c'est le terrorisme qui continue de faire parler de lui dans le Sahel. Dominique, est-ce une réponse à la création de l'Alliance des États du Sahel? C'est ce terrorisme qui a commencé, qui se multiplie ces derniers temps. Chaque jour, il n'y a pas un jour qui nous passe sans qu'on ne déplore des attaques terroristes, surtout dans ces trois pays déclarés alliance des pays du Sahel. C'est ce qu'on constate quand on a parlé du départ de la force Barkhane, la force française au Niger. Bon, vous avez vu que depuis que le coup d'État, Tiani a pu faire son coup d'État, les attaques ont commencé par le voir au Niger. Plus de 7 ou 8 attaques depuis le coup d'État qui n'a pas encore fait quelques temps, et il a déjà reçu des coups. Et tout ça, c'est bon. Et pour du coup, nous devons aussi réfléchir à autre chose. Nous devons aller de façon intelligente pour récupérer notre vraiment indépendance vis-à-vis des impérialistes en fait. Donc, mais quand on n'est pas aujourd'hui, quand tu n'es pas en mesure de faire quelque chose, il faut aller de façon intelligente. Comme je l'ai dit, mais c'est pas parce que dans les autres pays où il n'y a pas de coup d'État, la France est bien avec ces pays-là. Nous, on peut donner l'exemple de notre Togo. Oui. Notre Togo a plusieurs partenaires, notre adhésion au de plusieurs partenaires, cela ne veut pas dire que le Togo est en commun accord avec la France. Mais la France est en train de comprendre que la vision stratégique maintenant des pays africains, c'est-à-dire le Togo, avec son leader, le chef de l'État, soit tu joues, tu es avec moi, et on c'est égal. Donc ça, c'est de façon intelligente. On va venir par la guerre, par les muscles, pour faire partie, on veut faire partie de la France, on veut faire partie de ceci. Mais le terrorisme, actuellement, et ce qui se passe dans le Sahel, les terroristes sont plus équipés que... C'est ce qui a valu le coup d'État. C'est ce qui avait valu le coup d'État à l'autre au Burkina. On se pose la question. Mais les impérialistes, comme on l'a dit, que ce soit la France et l'Occident, que ce soit la Russie et ses alliés, c'est des gens qui ont toujours joué ces jeux-là. Aujourd'hui, si la France quitte le continent africain, la France serait un pays terroriste pour le continent africain. Ça, soyons sûrs. Nous devons l'attendre comme ça. C'est tout comme si la France était sur le continent africain. La Russie et les autres pays alimenteront toujours le terrorisme pour que le plus vienne arroser et ainsi de suite. Ce sont des intérêts qu'eux-mêmes partagent. On ne peut pas prendre conscience. C'est pourquoi je dis nous devons faire un travail de façon locale en fait, dans nos États. Il faut que nous comprenions en tant qu'Africains que nous devons prendre nos responsabilités. Ceux-là qui sont manipulables. Pourquoi les gens sont manipulables? Nous devons, nos dirigeants doivent toucher les causes profondes de ce terrorisme-là. C'est-à-dire comment? C'est comme l'a dit, il faut mettre en place des projets pour contenir les jeux. Si les recruteurs à trouver ça va s'arrêter. Il y a des zones désenclavées, vous avez entre-temps parlé, je pense qu'on allait arriver là. Il y a des zones qui n'ont pas par exemple le Burkina, donc ça n'existait même pas seulement au Burkina, la moitié au fin fond. Voilà, c'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, tu sais que c'est pas viable en fait. Et quand les gens
ces gens... On a atterri là-bas, c'est rapidement. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans le milieu, tout le monde est radicalisé et tout le monde est devenu terroriste. C'est ce que le chef de l'État a compris dans la région de Sabah. Il a commencé par initié le projet du terrorisme et d'aller chercher des choses. Sinon, si la France, que ce soit la France qui l'Afrique, ou bien c'est la Russie qui vient, même si c'est la France qui alimente les terroristes, qui ne trouve pas de réputation, l'Afrique serait exclue du terrorisme. Sinon, nous sommes en train de tourner. Comme le dit Francis Bébé, le blanc, ça n'a jamais cherché que de l'argent. Personne n'a que des intérêts, que ce soit la Russie, l'Ukraine, pour faire du bien à l'Afrique. Nous sommes arrivés à la fin du temps qui nous est imparti. C'est vrai que sur le plan international, on aurait souhaité dire un peu plus. Mais je vois que M. Lacomon est bien inspiré. Mais malheureusement, le temps qui nous est imparti, on ne va pas abuser de la passion de la régie. Et nous allons vous remercier très sincèrement. À moins que quelqu'un ait un mot comme ça sur un sujet qui l'intéresse à donner. Juste dire merci aux jeunes frères pour ces analyses qui cadrent très bien avec la messe et que nous puissions juste interpeller à chacun de nous en tant que jeunes pour que nous puissions avoir cette prise de conscience sur nous que l'Afrique, c'est nous qui allons bâtir cette Afrique-là et que personne ne doit être servi comme manipulateur ou bien comme un facteur de déstabilisation de notre continent, que nous prenons nos responsabilités et jouer notre rôle en tant qu'Africains et conscients. Voilà. Et je vous invite à lire ce livre d'un de mes doyens, Zepa, Bernardin Zepa, professeur de philosophie, qui a écrit un livre. Ce livre-là, il l'écrivait en 2008. Quand on ne savait pas que c'était une vaticination. Le livre est intitulé France-Afrique, le temps des oracles. Lisez-le. France-Afrique, le temps des oracles. Le livre a été publié en France, édité en France. Et en 2008, c'est un professeur de philosophie du Togo. Il est à la retraite il y a de cela 3 ans qui a écrit ça. Et c'est maintenant que je comprends ce titre. Le titre de ce livre, c'est un livre d'environ 600 pages, à lire sans pondération ni modération. Donc vous le trouverez. Moi, c'est d'abord vous dire merci pour l'invitation. Je suis très content de retrouver mon frère Jules, qui c'est un honorable également. On a parlé de la décentralisation. Je pense que c'est il est sur le terrain. Il est sur le terrain et il se bat dans la conscientisation de la jeunesse surtout. Il faut expliquer les jeunes que le développement de notre Afrique, ça commence par nous-mêmes, dans notre famille, dans notre quartier, ainsi de suite, jusqu'à arriver sur le plan continental. Nous devons faire preuve de bons citoyens en grandissant. C'est vrai, la question de chômage, de pauvreté, tout ça, c'est un peu partout. Et personne ne peut aller acheter une vie au profit des moyens pour pouvoir aller se faire écouter bien pour des choses, des ambitions, de mesurer, rentrer dans une situation de demain. Et tu n'arrives pas à te retrouver. Donc il faut que les jeunes comprennent. Et c'est aussi le cas de notre mouvement. Donc je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Et c'est avec un plaisir qu'on se retrouve prochainement. Tout à fait. Et prochainement, vous nous parlerez encore mieux de votre mouvement, ce qu'il apporte à notre société, à notre pays. Merci. Pour le mouvement Forêt Grand, on connaît sa ligne, sa feuille de route. Merci à l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission, de la régie au cadrage. Nous avons les doigts magiques de Alexandre Tchalim qui nous met en orbite, assisté de Roger Lobenou. Et entre-temps, vous avez constaté le changement au niveau de vos petits écrans. Le patron de la technique était arrivé pour nous porter main forte. Lui, c'est Amouzou Messan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Je suis Eric Tarandé, le prince héritier de la Bénin. La pensée du jour nous vient de Lutu, qui dit, je cite, « Personne ne fait rien contre personne. Chacun fait tout contre et pour soi-même. Personne ne fait rien contre personne. Chacun fait tout contre et pour soi-même. » C'est bien de Lutu. Bonne méditation. À dimanche prochain, à la même heure et sur les mêmes ondes. Merci beaucoup et bon début et bonne fin de semaine, surtout à tous les élèves du primaire au secondaire. J'ai oublié une bonne nouvelle que j'allais vous porter. Le découpage de l'année scolaire a connu une innovation avec, dans les 2 premiers trimestres, des pauses de détente d'une semaine. Et puis, bon, vous aurez les détails dans les prochaines, peut-être sur d'autres chaînes qui vont relayer ça demain. Pour notre part, on vous dit merci tout simplement et au revoir. À très bientôt.